Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à celui qui, on l'espère, tel Thévenet à Pralou, croquera le cannibale. C'est évidemment Paul Sexas. Mais hier, c'était Pogacar qui n'a fait qu'une bouchée de ses concurrents sur la Via Roma de Sanremo. Et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut et bonjour à tous les fans de cyclisme et de Paul Sexas. Nous allons parler de San Remo et aussi de Paul Sexas, Ouais, tout etc. à fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va discuter, hein, l'idée, c'est de discuter sur les idées reçues autour de Paul Sexas dans un deuxième temps. Moi, je trouve ça intéressant, on vous explique tout. Mais avant ça, on va débriefer de la course qui marque le début du printemps, la Primavera, le premier monument de la saison, et la course de tous les extrêmes, la plus soporifique pendant les premières heures et la plus intense pendant la dernière heure, et surtout la plus indécise. Donc petit résumé de ce qui s'est passé hier. Donc hier, on a une chute de Pogacar à 5 km du pied de la Cipressa. D'autres favoris comme Guilhermet ou Van Aert sont à terre. Van der Poel est retardé. Finalement, ça rentre au pied de la Cipressa. Quelques minutes plus tard, Pogacar, bien lancé par Del Toro, attaque et s'isole au sommet de la Cipressa en compagnie de Van der Poel et Pidcock. Ils ont une trentaine de secondes d'avance sur la transition sur le littoral. Puis Pogacar et Pidcock lâcheront Van der Poel dans le Poggio et le Slovène s'impose au terme d'un sprint haletant face aux Britanniques. Van Aert finit troisième en anticipant dans le final le sprint du peloton en chasse derrière. Alors, Nathan, toi, ton avis d'abord sur la course, ton sentiment, t'es content de voir le champion du monde triompher à San Remo? Bah, déjà, on peut dire que la Primavera nous a encore une fois rendu toutes ses promesses avec plusieurs rebondissements. Donc, bah, dans le tout début de la course, on peut noter un échappé qui se trompe de direction, mal aiguillé par la voiture de directeur sportif. Bon, ça a ajouté un peu de piment au début de la retransmission. On peut noter la chute de Yann Christen, qui a peut-être désorganisé UAE. Et puis évidemment le final de la Cipressa, la chute de Pogacar. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Bon, finalement, on a vu qu'il a pu gagner. Bah, moi, je suis très content qu'il ait pu gagner cette année, comme ça. C'est plié, on n'en parle plus, et l'année prochaine, on pourra avoir de nouveaux scénarios. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai que depuis que... Non, mais t'as raison, hein, depuis qu'il s'était mis en tête de la gagner, celle-là, on avait des scénarios un peu similaires. Et effectivement, bon, je pense est-ce qu'il va revenir l'année prochaine pour ajouter une ligne? Il a dit qu'il allait arrêter, j'ai cru lire ça. Ouais, on verra ça. Moi, je me méfie, hein, parce que tu regardes son programme cette année, c'est les monuments, en fait, hein. Objectif monument et Tour de France. Il va Donc, nous bon, gagner les 5 cette année, et après, ce sera bon. ah, c'est pas impossible, ouais. Ok, moi je suis content aussi hein, au passage parce que c'est toujours sympa quand le champion du monde s'impose, le coureur le plus fort sur une des plus belles courses, voilà. C'est beau, c'est voilà, moi Oui, et puis c'est cette fois, il l'a pas fait de manière extraordinaire comme d'habitude, quoi. Il l'a fait en vraiment en se battant jusqu'au bout. ah ouais, tout à fait. Alors je voulais qu'on revienne avec toi dans un premier temps sur l'influence de la chute sur sur le scénario, dans la victoire de Pogacar. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, déjà, bah, ça nous a tous surpris. Quand on a vu Van Der Poel, Pogacar à terre, on a eu un peu les frissons. Après, quand j'ai vu qu'il y avait McNulty, tout ça, on a vu qu'il l'a remonté en 3 minutes, quoi. Après, on a eu le temps de la montée de Pogacar, 8 minutes 41. C'est le record, c'est son record. Il a battu son record de l'année dernière. Bah, moi, je pense que il n'était pas tombé, il serait parti tout seul, dans la Cipressa, enfin, au sommet de la Cipressa, il était tout seul. Van Der Poel, il était pas au top, il aurait pas pu suivre. Pitcock, peut-être, mais encore, je pense même pas. Je pense qu'il s'est tellement entraîné en début de saison il aurait lâché tout le monde.
et il serait parti tout seul. Alors après, est-ce qu'il aurait pu tenir jusqu'au bout tout seul? Et je sais pas parce qu'en plus il y a des portions avec des vents défavorables. Je pense Ouais. qu'il aurait pu tenir tout seul. Ouais. Bah, moi je trouve alors, et puis tu me disais que le commentateur d'Eurosport, il l'avait déjà enterré, hein? Oui, c'est ça. Jackie Durand et Philippe Gilbert, eux, ont dit attendez, attendez, c'est pas fini. Pogacar, il pense, ça fait 364 jours qu'il pense à Milan-San Remo. Il va pas baisser les armes tout de suite. Et ils ont bien eu raison de ne pas l'enterrer tout de suite. Alors ouais, moi je pense aussi, alors bon, je dis pas que qu'il a gagné grâce à la chute, hein, mais rétrospectivement, ça a permis de désorganiser quand même pas mal le peloton. Tu as eu des équipiers qui ont été, qui ont été éliminés parce qu'ils ont dû faire des efforts, certaines équipes qui ont roulé alors que sinon elles seraient restées cachées, pas mal de gars qui n'ont pas pu rentrer au final dans la Cipressa. Ce qui fait que, mine de, ça a peut-être, influé sur la poursuite derrière, hein, dans la partie, transition et tu sais aussi, la chute, ça lui a peut-être fait une bouffée d'adrénaline. Moi, j'ai tout de suite pensé à Arnaud Démare, hein, où, un peu pareil, hein, quelques kilomètres avant la Cipressa, l'année où il gagne, il a un souci, alors je sais plus si c'est souci mécanique ou, petite chute, mais toujours est-il que, il repart, derrière le peloton et au final, il fait, une des meilleures montées de la Cipressa, de cette année-là. Alors attention, hein, c'était pas, on n'avait pas les mêmes scénarios de course, hein. Hem et puis, alors certains, l'ont accusé d'avoir été, tiré par des voitures, hein, mais je tiens à dire que sur toutes les vidéos qu'on voyait sur les plans larges où il était, il y avait aucune voiture, FDJ à proximité de lui, hein. Mais tout ça pour dire que, tu sais, des fois, tu as un effet d'adrénaline qui te donne un coup de boost et qui te fait, tout de suite, qui te met dans la course, quoi. Oui, bah, c'est tout à fait possible, ce que tu dis, et je peux l'entendre. Après, on peut aussi dire que vu que c'est pas UAE qui a pris le manche tout de suite, les sprinters ont pu temporiser un petit peu, ce qui a pu permettre après de croire en le fait que le peloton reprenne le groupe Pidcock, Van Der Poel et Pogacar, avec notamment Lidl qui roulait avec Ciccone, etc. pour Max Pedersen. Yes, ouais. OK. Bah, peut-être, hein, ouais, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on a été étonné. Enfin moi j'ai été étonné de voir, Van Der Poel, lâcher comme ça, dans le Poggio. Alors, il a pas fait énormément de courses, cette année, hein. Il a été sur Tirreno, on l'a vu, gagner, sur Tirreno, gagner 2 étapes. Le Hem, Newsblad. voilà, le Omloop, gagné en patron. Voilà, on s'attendait à ce qu'il soit plutôt en forme là quand il arrive, hein. Je sais pas toi ton opinion, mais moi je le voyais, plutôt bien. Alors est-ce que lui pour le coup, les efforts qu'il a dû faire avant la Cipressa, ça l'a un peu marqué? Bah, je pense que lui, dans sa tête, il avait prévu d'être au maximum pour Milan-San Remo. Bon, il a fait Tirreno, comme l'année dernière. Il a été en forme au Newsblad et surtout, depuis Tirreno, j'ai trouvé qu'il était assez affûté. Au niveau du visage, il paraissait plus creusé, beaucoup plus creusé que d'habitude, quand on peut le voir à Paris-Roubaix, etc. Je pense qu'il avait vraiment perdu au maximum pour pouvoir tenir dans le podium. D'accord, bah, peut-être aussi pour en vue du Tour des Flandres, hein? Oui, tout à fait, Heu, parce que l'année dernière, ça s'était pas vraiment bien passé. Bon, il était malade, etc. Mais je pense que cette année, il voudra rivaliser avec Pogacar. d'accord, ouais, ouais. Et ben, on verra ça, ouais, voilà, un peu on va dire que c'est quand même pas normal de le voir lâcher avant Pidcock, hein, sur ce Non. genre de profil, Après, Pidcock, on voit qu'il est en forme, hein. Il a gagné à Milan-Torino. ouais, 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 tout à fait. Il a gagné une étape aussi en Andalousie. Pidcock, c'est un amoureux des courses comme ça, avec une très belle descente. Euh,
très adapté à ses qualités. Mais bon, Van Der Poel, tu vois, là-dessus, normalement, il n'y a pas de souci non plus, hein. Oui, il suit, quoi. Moi, ouais, voilà, un peu étonné. Alors, bah, on le saura très vite, hein, est-ce que c'est Van Der Poel qui était un peu en dessous, hein. Ils vont se retrouver bah, au Tour des Flandres, on l'a dit, Paris-Roubaix derrière. Donc, d'ici 3 semaines, on aura toutes les réponses, hein. Tout à fait. On peut Euh, revenir aussi sur le sprint. Ouais, bah ouais, moi j'ai été étonné sur le sprint final, hein, je sais pas ce que t'en as pensé, mais de voir Pidcock, on dirait qu'il essaie de déborder dans un premier temps. Donc pour rappel, hein, c'est Pogacar qui est devant, qui amène et puis il lance, Pogacar semble lancer en tête et s'impose, hein. Pidcock qui essaye de remonter, mais il échoue à une demi-roue du Slovène. Voilà, et moi, je suis un peu étonné, j'ai l'impression que Pidcock, il essaie de partir côté barrière. Et du coup, après, on dirait qu'il ralentit pour le contourner de l'autre côté, puisqu'il n'avait pas la place pour passer. Je sais pas ce que tu as vu, toi. En fait, j'ai vu la palette de Philippe Gilbert dans Les Rois de la Pédale, et il expliquait, on voit que Pidcock hésite à lancer le sprint, et comme s'il partait pour lancer le sprint, mais il se retient. Pogacar le voit et commence à lancer son sprint. Pidcock, au lieu de partir vers les barrières au dernier moment, se relève pour contourner vers la gauche et du coup prend plus de temps et Pogacar gagne avec une demi-roue d'avance. Donc l'hésitation de Tom Pidcock a fait la différence, mais je pense que Pidcock avait totalement les jambes, avait la victoire dans les jambes Ah oui, non, mais au c'est clair, sprint. ça va être un gros regret pour le Britannique, parce que je sais pas s'il aura l'occasion d'avoir comme ça un monument à une demi-roue euh, de la victoire d'un monument, quoi, être à une demi-roue comme ça de la victoire d'un monument, surtout que bah, il est censé être quand même un peu meilleur, hein, même si Pogacar a une bonne pointe de vitesse, hein. Pidcock est censé en avoir une meilleure, hein. Euh, voilà. Il fait souvent derrière Pogacar, quoi. Il avait déjà fait deuxième au Strade Bianche. C'est pas la première fois. Ouais. Bon, après, ouais, le final d'Estrade Bianche, moins propice pour lui, hein. Là, on est à plat. Lui, il a C'est une bonne vrai. pointe de vitesse, normalement, voilà, hein. Juste après une descente, etc. Ça l'avantage. Après, c'est sûr que la distance, hein, les près de 300 km de course, là, favorise sûrement le Slovène, hein, parce que bah, voilà, il a des qualités de récupération et de résistance à l'effort nettement supérieures que l'anglais, hein. Tout à fait. Est-ce que, nouvelle question, est-ce que Pogacar a déjà réussi sa saison avec cette victoire? Alors, il a gagné ses deux premières courses de la saison. Je pense que si on demandait à n'importe quel coureur du peloton, il signerait tout de suite. Après, quand on connaît les standards de Pogacar, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il a gagné sa saison tant qu'il ne s'est pas aligné au Tour de France et qu'il n'a pas gagné la grande boucle. Pour moi, Pogacar, il doit gagner le Tour de France. Il doit gagner n'importe quel grand tour auquel il s'aligne. Et cette année, pour moi, s'il gagne Paris-Roubaix, il doit gagner les 5 monuments. Si, dans 3 semaines, on voit qu'il n'a pas gagné Paris-Roubaix, bon, il ne gagnera pas les 5 monuments et on sera tous d'accord pour ça. Mais si, après Paris-Roubaix, il a gagné, alors Liège-Bastogne-Liège, il n'y a pas de raison qu'il ait une Il y a, contre-performance. il y a Le Remco quand Tour, même. ouais, mais bon, il doit gagner quand même. Le Tour de Lombardie, on n'en parle pas. Donc pour moi, c'est l'année des 5 monuments. Là, c'est vrai que c'est un bel objectif, hein. Mon avis là-dessus, c'est que les trois gros objectifs de Pogacar, hein, bon, on peut rajouter championnat du monde, je sais pas, hein, ça fera un quatrième, mais c'était Milan-San Remo, Paris-Roubaix, et puis comme chaque année, le Tour de France, évidemment. Et donc, comme je dis, éventuellement les championnats du monde, qui pour moi sont ses objectifs principaux.
et il a déjà fait une bonne part du boulot quand même. La plus difficile, et moi Oui, tout à fait, tout à fait. j'ai hâte là d'être Paris-Roubaix et d'avoir un Van der Poel en forme. On espère qu'il y aura d'autres, Mats heu, Pedersen qui revient bien ouais, Van Aert aussi après sa chute. qui a fait une Tout belle à course, fait, hein. troisième, qui nous a bien impressionné. Personne n'avait vraiment misé sur le Belge, moi le premier. On sait tous, on connaît tous ses qualités, mais bon, ces dernières années sur les classiques, il se cherche un peu. Donc la troisième place nous augure de bonnes performances pour les classiques. C'est sûr, après il profite d'un marquage dans le peloton, hein, donc Oui. mais ça peut psychologiquement peut-être lui lever quelques. Oui, le fait de monter sur la boîte peut donner de la confiance pour les Flandriennes. Ouais, ouais, tout à fait, donc voilà, hein, on et surtout que le Paris-Roubaix, c'est peut-être celui qui est le plus adapté à son profil, hein, parce que sur le Tour des Flandres, je pense qu'il arrivera pas à résister à C'est trop dur. Pogačar, ouais, mais sur les pavés, plats, c'est peut-être plus adapté pour lui. Bon, on espère, hein. Moi, j'espère qu'il tiendra le plus longtemps possible pour voir voilà, un beau combat. Pourquoi pas un sprint Mats Pedersen, Van Der Poel, Wout van Aert, Pogacar Voilà, toi, t'es exigeant, toi, t'en demandes beaucoup, là. Sur le vélo. dans le vélodrome, ce serait extraordinaire. Bon, bah, on va attendre ça avec impatience. Petite question sur Paul Sexas. Est-ce que, selon toi, s'il avait couru, est-ce qu'il aurait pu suivre l'attaque là, de Pogacar dans Cipressa? Alors pour moi, on en parlait avant de prendre l'enregistrement. Est-ce que Paul Sexas pourra gagner Milan-San Remo? Alors pour moi, sans Pogacar, ça va être compliqué. Alors je m'explique. Pourquoi je dis ça? Parce que Pogacar, il permet à à des bons coureurs de pouvoir les suivre en fait, alors que eux n'auraient pas les qualités intrinsèques de pouvoir démarrer dans la Cipressa aussi brutalement que le fait UAE et Pogacar. Mais par contre, ils peuvent quand même suivre. Par exemple, Pidcock, sans Pogacar, bah, l'année prochaine, pour moi, ça me paraît difficile qu'il fasse la différence tout seul dans la Cipressa ou même dans le Poggio, de pouvoir vraiment lâcher les autres, les Tobias Lund, Andresen, etc., pour pouvoir éviter le sprint, comme le fait Pogacar. Je pense que Paul Sexas ne pourra pas se défaire de beaucoup d'autant de coéquipiers que Pogacar. Après, ouais, le problème de cette course, c'est que pour la gagner, il faut une bonne pointe de vitesse quand même. Enfin, voilà, le seul qui l'a gagné en solo, hein, enfin, alors les seuls, hein, tu me corrigeras, hein, ces derniers temps là, c'était Stuyven, Nibali, qui sont partis dans la descente, qui partent sur un mouvement enfin, sur un moment de flottement un peu. Alors pas Nibali, mais voilà, Nibali il avait fait l'écart dans la descente. Il faut, sinon, bah, régler un petit groupe, hein, et là-dessus, Ouais, c'est que ça risque d'être compliqué dans le futur, hein. Donc, à suivre, hein. Peut-être que on peut espérer que ça vienne plus tard, hein, mais aujourd'hui, ça semble être le monument le moins à sa portée, hein. Je sais pas ce que t'en dis, hein, tout mais à fait. Euh, on pense tous à Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, qui sont des classiques avec des murs ou des cols, comme le Tour de Lombardie, qui sont plus propices à des grimpeurs punchers comme Paul Sexas. Mais après, une opportunité peut se présenter. Dans l'avenir, on ne sait pas comment Paul va grandir, mais il est capable de sprinter aussi. On l'a vu en Algarve, réglé à Ayuso, qui n'est pas le plus mauvais dans l'exercice du sprint. ouais, va falloir que, bah voilà, on va attendre, hein, voir comment il évolue, qu'il nous montre aussi d'autres choses au plus haut niveau, hein. On a hâte, hein. On rappelle, Tout comme à à chaque fait, fois, tout à fait. la prochaine date, c'est Tour du Pays Basque.
début avril. Et la Flèche Wallonne, hein, ça nous dira, est-ce qu'il a ces qualités un peu de punch pour suivre les meilleurs? S'il s'aligne dessus, à mon avis, c'est que c'est pas pour faire un top 10, hein. La figuration. Ouais, je sais pas, hein, ce que t'en penses, hein, mais c'est peut-être pour aller chercher mieux, hein. Bah, normalement, Pogacar ne devrait pas s'aligner sur la Flèche Wallonne. Donc, pourquoi pas, si Remco n'est pas là, ou même battre Remco, pourquoi pas, mais pourquoi pas envisager la victoire, hein. Oui, oui, non, je te confirme, sur les Ardennaises, il fera que Liège-Bastogne-Liège, Pogacar. Oui, Donc, donc voilà, on est en droit d'espérer et de vouloir un podium, et moi je dis même, pourquoi pas la victoire, hein. écoute, ton optimiste, moi, ton optimisme me réjouit, hein. Euh, Moi, j'étais pas trop dans ce délire au début, mais bon, on regardera avec la start list Après, au moment il y a venu. aussi Kevin Vauquelin, qui, ça fait 2 fois qu'il fait deuxième. Je pense qu'il va venir le couteau entre les dents. Ah ouais, bon, on verra ça, on a hâte. Ça marche. Au final, dernière petite question sur San Remo avant de changer, hein, c'est quand même toujours le monument le plus indécis, hein. Je sais pas si toi, t'as passé un bon moment devant cette course. À Milan-San Remo, c'est toujours, ça commence à 9h45, c'est une atmosphère particulière. Pendant 5-6 heures, il se passe pas grand-chose. On écoute plus les commentateurs parler qu'autre chose, mais ça met dans l'ambiance. Dans les 35 derniers kilomètres, on commence à se redresser du canapé et à attendre la Cipressa, le Poggio. Pour moi, c'est mon monument préféré. C'est mes 30 kilomètres de l'année préférés. Ah ouais, bah moi je suis en phase, hein. Moi si j'ai voilà, les 30 derniers kilomètres, là je suis totalement d'accord, hein. Bah, c'était Arnaud Desmar, hein, dans son bouquin, il disait non, c'était sur l'équipe, pardon. Il disait euh, le Poggio, t'arrives au pied du Poggio, bon lui à son époque c'était souvent au pied du Poggio que ça se décidait, hein. Hmm. C'est pas le cas maintenant. Et à ce moment-là, t'as 100 coureurs qui se disent aujourd'hui c'est mon jour, quoi. Tout le monde peut gagner. Tout le monde se voit en capacité de gagner. Et c'est ça qui la rend si intense, quoi. Euh, Ce Et, qui sera peut-être encore plus vrai les prochaines années sans Pogacar. Ça va redevenir une course plus accessible à tous les profils. Type Arnaud Delis, on peut citer Arnaud Delis, qui avait fait susciter une polémique en disant, il y a Pogacar, bah moi je vais pas y aller, je préfère aller au Grand Prix de Denain et tenter ma chance que aller à une course où il y a Tadej Pogacar, je sais que j'ai déjà perdu. ouais, bah écoute, on verra. Moi, en tout cas, je suis pas si sûr que ça parce que, bah voilà, on verra l'année prochaine, mais je serais pas surpris qu'il se réaligne quand même. Des belles courses dans le calendrier. Il va nous prouver cette année qu'il est capable de toutes les faire et de performer dessus sur toutes. Donc voilà, hein. Tout dépendra de s'il arrive à obtenir Paris-Roubaix, les 5 monuments cette année. Et moi, je voulais quand même dire, hein, que c'est effectivement mes 30 km les favoris de la saison aussi. Mais si tu as toute l'après-midi à regarder la télé, le Paris-Roubaix, moi, ça reste quand même ma référence. Le Tour des Flandres aussi. Petite préférence pour Paris-Roubaix, puisque il y a un peu plus d'incertitude, je trouve. Mais voilà, et souvent, il y Ah, a l'effet même il y un a peu plus toujours long. beaucoup de crevaisons, etc. Donc voilà, mais on a passé un super moment encore, et puis c'est bon, là, la saison est Et définitivement lancée. lancé. Voilà. Bon, merci pour ce débrief. Je te propose du coup qu'on passe au deuxième sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. C'était sur parler un peu des idées reçues sur Paul Sexas. Moi, ce que j'ai comme sentiment, hein, c'est que tu vois, il y a eu un premier emballement médiatique en fin de saison dernière quand il a fait les performances qu'on connaît, hein, au championnat du monde, championnat d'Europe, Tour de Lombardie.
Tour de l'Avenir avant ça. Mais les spécialistes du cyclisme, à ce moment-là, tu vois, ils étaient plutôt contenus. Et là, depuis ces 3 premières courses, j'ai senti un peu un basculement où, ben, tu vois, on entend des mots comme «l'élu», hein, je cite, hein, c'est pas de moi, hein, et ça suscite, pas mal de commentaires de la part de personnes qui sont toujours bonnes à s'exprimer sur des sujets qu'elles maîtrisent pas. Donc nous, on va essayer de, discuter de ce qui peut être dit et de partager pour donner des clés de compréhension sur pourquoi il y a cet emballement, aujourd'hui autour de lui et faire un peu un statut et remettre les idées au clair, hein. Heu, voilà, nous, on n'est pas capable de prévenir l'avenir pour dire s'il gagnera un jour ou pas le Tour, mais on peut donner des codes de comprendre pourquoi, nous, on y croit en tout cas, pourquoi, c'est possible. Ça te va comme, Mais oui, tout à fait, on part sur ça et je te laisse nous poser ces préjugés. bah, p moi, là, voilà, la première idée reçue, alors je vais prendre un peu le contre-pied, hein, mais qu'on entend beaucoup, c'est le nouveau Pogačar. Toi, ton avis là-dessus? Alors, les nouveaux Pogacar, ces dernières années, on en a quelques-uns. On peut citer Remco Evenepoel, on peut citer Pablo Alors, ouais, Torres, Remco, c'était un peu avant même, hein. oui. On peut citer Pablo Torres qui, depuis un an, bah, il est porté disparu. Isaac Del Toro, le grand successeur à Tadej Pogacar, pour l'instant, c'est Isaac Del Toro. Mais pour le Texas, on va voir euh, aux Pays-Bas ce qu'il va nous faire. Mais s'il venait à pourquoi pas gagner le Tour du Pays Basque, bah pour moi, oui, on pourra dire que et la Flèche wallonne que ben, le Slovène a trouvé enfin un successeur français. En tout cas, il sera sur la liste Des, des, des 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 candidats. favoris, tout à fait. Voilà, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, Pogacar, ce qu'il est en train de faire, faut quand même se rendre compte, hein, c'est il est en train de devenir le peut-être deuxième meilleur coureur de l'histoire et peut-être de marcher Bah, le vers, meilleur même, hein. voilà, de marcher vers le titre de meilleur coureur de l'histoire. Euh, donc on est en train de vivre quand même quelque chose de dingue, et ça il l'a construit petit à petit, et donc Paul Sexas pour l'instant il a en termes de palmarès qui compte, il a rien construit, hein, je suis désolé pour mais donc voilà, donc il y a tout à construire. Par contre, il est sur des bases qu'on n'a jamais vues ni chez Pogacar ni chez tout autre coureur. Euh, à part, bah, comme on l'avait dit peut-être un petit peu, hein, où il y avait Remco sur l'année de ses 19 ans aussi, mais Remco, lui, Evenepoel, il n'a pas le même profil, hein. Donc, Mais je reviens sur ce que tu disais à propos de Pogacar. En fait, le grand public a toujours tendance à penser que Pogacar, il explose tout depuis 5-6 ans, mais il a commencé petit à petit à gagner en Algarve, à gagner sur le Tour de Slovénie, à gagner sur la Vuelta. Il n'est pas arrivé d'un coup comme ça. Salut, je prends le Tour de France. Voilà. Donc Paul Cessas, il a gagné 3 victoires cette année. Il va encore en gagner d'autres. Mais s'il ne gagne pas le Tour de France cette année, il faudra pas l'enterrer tout de suite, hein, clairement. ah oui, oui, bah, ça c'est clair, hein, totalement. Il faut le suivre. S'il faut l'envoyer sur le Tour de France, il faut l'envoyer. Mais il faut être aussi prêt à recevoir sa première contre-performance. Avec des gros guillemets, évidemment. Mais elle va arriver tôt ou tard. En tout cas, voilà, moi, l'idée que je voulais dire, c'est que Pogacar, ça s'est construit, son palmarès s'est construit et se construit Tout à encore, fait. hein. Il évolue aussi, lui, en tant que coureur, et son palmarès évolue avec lui en fonction des objectifs qui se donnent petit à petit.
Voilà, je pense que son gros objectif premier, c'était le Tour de France qu'au final, il a rempli assez vite. Et derrière, ça lui a permis d'étoffer petit à petit jusqu'à aujourd'hui San Remo et bientôt, enfin, on l'espère ou pas, Paris-Roubaix. Voilà, ça se construit et aujourd'hui, en tout cas, au point de vue de la construction, bah, il n'a pas encore de grandes victoires, mais il est impressionnant de domination et c'est là-dessus où ça va faire la transition sur la deuxième idée reçue qu'on peut entendre, c'est certains qui nous disent mais vous nous faites le coup tout le temps de nous dire qu'un Français peut gagner le Tour et ça n'arrive jamais. Alors là, pourquoi c'est différent? Bah, sur ces dernières années, on peut citer beaucoup de bons coureurs français. Alors, on peut citer David Gaudu, Thibaut Pinot, Romain Bardet, plus récemment, Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, Romain Grégoire, etc. Mais là, ce qui est différent avec Paul Succas, comme je le disais dans des épisodes précédents, c'est qu'il nous surprend sans cesse, toujours. Chaque, euh, chaque fois, on en attend beaucoup, mais à chaque fois, il dépasse ses attentes. Bon, au bout d'un moment, ça va être compliqué de dépasser les attentes parce que bah, on va vouloir qu'il gagne chaque course auquel il participe. Mais aussi, moi, j'ai envie de voir qu'il nous montre qu'il est capable d'être régulier sur un grand tour. Donc, sur les courses d'une semaine au Pays Basque, on a vu qu'en Algarve, ça se passait très bien. J'ai envie que ça continue au Pays Basque, qu'il soit au niveau de Del Toro, Juan Ayuso, etc., qu'il rentre dans le podium, qu'il gagne même avec le chrono. Ça, je pense que Paul Cyclas est largement le meilleur coureur français sur ces 25 dernières années. Et c'est le seul véritable candidat à la victoire sur le Tour de France. Français à la victoire sur le Tour de France. Oui, il y Ouais, a Thomas moi je suis Vauclair. d'accord avec toi, Pardon. hein. Alors sur les 25 dernières années, bon, t'es peut-être un peu plus jeune que moi, mais alors, moi j'allais te dire Christophe Moreau à un moment donné, où l'année où il gagne le Dauphiné, justement, on y croyait un peu sur le Tour de France. Mais post 2010, hein, pour rester Moderne. un peu Oui. dans les années qui sont peut-être un peu plus saines. Ouais. Je pense que voilà, on peut dire que depuis les années 2010, on est rentré dans une nouvelle époque du vélo. Et là-dessus, des jeunes Français comme ça, il y en a eu, mais qui ont jamais passé le stade pro. Que ce qui est en train de nous faire c'est que ça cette année, quoi, hein. On a eu avant début 2010 justement Romain Sicard qui avait été champion du monde espoir. Sur le Tour de l'Avenir, bah, tu l'as dit, hein, Gaudu, Barguil qui ont gagné le Tour de l'Avenir. Donc lui, hein, c'est que ça n'a pas été champion du monde espoir parce qu'il est directement rentré chez les pros et il a directement performé, hein. Donc voilà, ce qu'il a fait à Alpiard, à jouer le classement Ça général pourrait. d'une course d'une semaine. Alors c'était pas World Tour, ok. Il a fini deuxième, mais il y avait un plateau digne du World Tour. Et Romain Bardet ou Thibaut Pinot l'ont fait Mais oui, tout à fait. une poignée de fois dans leur carrière. Faut se rendre compte de ça, hein. Romain Bardet, une belle course d'une semaine, il a gagné le Tour des Alpes. Et de mémoire, c'est tout. Je sais que Thibaut Pinot, il avait été pas mal à un moment sur une Tour de Romandie, mais il avait fait deuxième. Tu vois, bon, après, sur les grands tours, ils sont peut-être mieux démerdés paradoxalement. Mais voilà, faut se rendre compte que ce qu'il a fait en Alpiarde, Pinot et Bardet, ils le faisaient pas chaque saison, hein. Donc, et lui, c'est sa première course à 19 ans. Enfin, sa première course de ses 19 ans par étape. Donc voilà, moi j'ai envie de le voir World Tour, j'ai envie de le voir sur le Pays Basque, ce qu'il peut faire. Et ça fait aucun doute que c'est le meilleur coureur français actuellement, déjà à 19 ans.
Donc c'est pour ça que c'est pas, moi je vais pas dire que j'ai jamais cru aux autres, hein, Pinot qui gagne le Tour de France en 2019, j'y ai cru, je pense comme, bon nombre de personnes, parce que, vraiment il avait les jambes pour et puis avec l'abandon de Froome, il y avait, il y avait de la place et je pense qu'il était le meilleur, intrinsèquement, mais bon il a eu sa blessure et sinon, voilà, hein, Gaudu Alaphilippe, on l'a pas cité. sa carrière a souvent été faite de haut et de bas, Ouais, alors Philippe, pareil, moi j'ai kiffé, mais c'était un registre totalement différent. Quand il arrive à 22 ans, il fait deuxième de la Flèche Wallonne et il enchaîne par deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Là-dedans, voilà. Mais moi, je retrouvais un peu ce que en émotion, ce que je ressens là avec Sexas, c'est-à-dire à me dire, mais j'ai envie de le revoir courir Liège. Et la Flèche Wallonne, dès qu'il avait fait ses 2 deuxièmes places, et voilà, sur le registre de du punch, et ben voilà, il a été 2 fois champion du monde et son palmarès c'est plus à présenter. Et il a été au top. Et on peut Mais espérer tout à fait. que Sexas, On lui ça aille souhaite comme ça sur les d'être au grands tours. niveau d'un Julien Alaphilippe sur les classiques, mais pour les courses à étapes et les grands tours. Ah ouais, ouais, mais c'est clair. Mais moi, je me souviens, donc, pour te dire, hein, Julien, il fait deuxième de la Flèche Wallonne, derrière Valverde. L'année d'après, il refait deuxième de la Flèche Wallonne. Et j'attendais qu'une seule chose la troisième année, c'est qu'il reparte sur la Flèche Wallonne. Et il s'était blessé, bah, je crois, justement au Pays Basque, et il n'avait pas pu participer à la Flèche Wallonne, malheureusement. Et moi, je me souviens, j'étais dégoûté pour lui. Parce que, tu sais, la Flèche Wallonne, quand tu fais deuxième, tu sais que l'année d'après, C'est ce que le doit se scénario de dire course, Kevin il est Vauggelin, limpide, hein. qui Tu avait peux fait refaire deuxième, deuxième hein, enfin, derrière ou premier. Stéphane Williams, qui fait deuxième, mais cette fois derrière Pogacar, qui est, sans faire offense à Stéphane Williams, beaucoup plus marquant dans les esprits. Et je pense que dans sa tête, cette année, bah, il se voit sur la première place. Donc, ce qui peut nous augurer un très beau duel avec Paul Succas. Ouais, on fera j'avoue, je me suis pas encore intéressé à Oui, cette start list de qui aura la ça Flèche fera un Wallonne. sujet Ça pour peut un être épisode, intéressant. très certainement. Ça peut être intéressant. Ça marche. Troisième idée reçue qu'on peut entendre, c'est il est trop bon, c'est qu'il est dopé. Ah, alors moi, je voulais dire déjà, eh ben c'est plutôt, plutôt bien d'ailleurs pour Pogacar aussi, parce que ça, pour moi, déjà bon, il y a toujours un biais, hein. Le biais de voir que un gars performe et sur la base de ses performances pouvoir dire s'il est dopé. Alors, on sait que c'est, à travers, des calculs, pseudo-scientifiques, enfin, voilà, qui prennent pas notamment, enfin, qui font des approximations sur, les effets du frottement ou les effets de vélo ou le poids exact du coureur, heu, sur lesquels, certains, voilà, tirent des conclusions pour dire qu'un coureur est dopé ou pas. Toujours est-il que, voilà, le faire sur la base de performance, c'est toujours un peu, biaisé puisque le but du sport, c'est de se dépasser, d'aller toujours plus loin dans les performances, premièrement. Et deuxième chose, lui, tous les voyants, sont au vert pour lui, pour moi, hein. Il est au sein d'une équipe, Decathlon, CMA-CGM, qui est membre du mouvement pour un cyclisme crédible, euh, qui a pas d'encadrant qui ont eu des problèmes avec le dopage. Et puis surtout, il est jeune. Pourquoi il irait se doper, hein? Moi, j'ai lu, hein, je vous invite à lire, hein, si vous n'avez pas lu, La course secrète de Tyler Hamilton. Et dedans, il disait
qui voyait souvent le même schéma chez les coureurs, parce que c'était à une autre époque, hein, Hamilton, c'était, l'ancien coéquipier d'Armstrong, celui qui avait fini, 4e d'un Tour de France avec une, clavicule cassée au début des années 2000. À l'époque, après être coéquipier chez Armstrong, il était parti chez, CSC Tiscali et il disait, souvent les jeunes coureurs, ils arrivent la première année, ils performent et puis la deuxième année, ils voient que des gars qui battaient le battent à nouveau. Enfin, certains qu'ils arrivaient à battre la première année ne le battent plus, ils les battent plus et ils voient qu'en gros, qu'il se passe des choses pas normales dans le peloton et c'est là où ils vont se mettre en troisième année, quand justement tu as le contrat qui arrive à son terme, à se tourner vers le dopage pour essayer de performer. Et là, Paul Sexas, on n'est pas du tout là-dedans. On a un jeune qui arrive, qui performe. C'est plutôt bon signe que des jeunes performent, hein, ce qui est le cas. On l'a dit, hein, depuis Remco, Pogacar, arriver à des jeunes de 20 ans performer comme ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt preuve d'un peloton sain, comme ce qu'on avait justement, hein, avant les années 90. Alors qu'on sait bien que post-90, avec le PO, justement, c'était le coût pour rentrer et performer était plus important parce qu'il fallait tester des protocoles qui n'étaient pas au point, qui étaient peu documentés, dont tous les coureurs ne réagissaient pas pareil. Donc c'est pour ça que la maturité était bien plus longue. Et aujourd'hui, voir des jeunes performer, c'est plutôt bon signe. Et mon dernier argument, c'était de dire que dans son entourage familial aussi, ou proche, il y a rien qui nous laisse croire, qui peut nous faire croire que, voilà, qu'il y a des choses obscures, hein, voilà, en plus, il est français, où on sait que l'agence française antidopage, comme la britannique ou les américaines, sont plutôt au point, font des contrôles réguliers. Donc là-dessus, voilà, tous les voyants sont ouverts et c'est plutôt bon signe d'ailleurs pour Pogacar, je pense, parce que ça montre qu'on peut arriver à des niveaux de domination. En tout cas, ça laisse supposer que c'est possible en étant propre, hein. Encore une fois, moi je suis pas capable, on n'est pas capable de dire il est dopé ou il est propre, mais aujourd'hui, il n'y a aucun signe qui permette de penser qu'il puisse être dopé. Bah Donc voilà, évidemment, c'est depuis plutôt, quelques années, le plutôt favorable. Je dopage sais pas ce que tu est en un penses, vaste Nathan. sujet dans le cyclisme. Les gens qui regardent une fois le Tour de France dans l'année, c'est la seule course de vélo qu'ils regardent. Quand ils voient Pogacar partir sur une classique, ils allument la télé, ils tombent sur le Tour de Lombardie par exemple, ils le voient tout seul, ils se disent ce gars-là, forcément, il y a un problème. Parce que bon, comme tu as dit, on a des précédents dans l'histoire, on va pas reparler de Lance Armstrong, etc. Mais depuis ces dernières années, il n'y a plus vraiment de noms de dopage qui sortent d'affaires, même si en ce moment il y a des petits problèmes avec la Movistar, etc. Tu as très bien dit que dans l'encadrement de Paul Sexas, à ce jour, il n'y a pas d'anciens noms apparaissant dans des précédentes affaires de dopage, alors que dans certaines équipes, même comme UAE, hein, Rogianetti, voilà, ou la Movistar, Astana, il y a encore des noms qui ne sont pas extérieurs à de précédentes affaires. Mais pour revenir à Paul Sixas, c'est un jeune coureur qui n'aurait apparemment aucun intérêt à se doper, comme les Del Toro, les Antonio Tiberi, qui ont la même tranche d'âge que lui. Donc, je pense, on ne pourra jamais affirmer que quelqu'un est dopé ou pas dopé, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, il n'y a clairement aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Yes. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je l'ai un peu dit, hein, mais le fait de voir tous ces jeunes performer, comme je disais, c'est plutôt bon signe. Et peut-être qu'il faudra songer à Oui, tout revoir à fait, tout à fait.
l'âge pour obtenir le maillot blanc parce que, Je pense ils qu'on pourrait dire que le maillot blanc, ils arrivent à entre cumuler, 19 très et régulièrement. 23 ans maximum, ça serait déjà, parce que maintenant, à partir de 24-25 ans, on arrive à des âges matures presque dans le peloton. Ah ouais, je suis d'accord, tout à fait, c'est plutôt bon signe. Et ça va nous permettre, d'aller sur la, 4e idée reçue, enfin, ouais, commentaire qu'on entend beaucoup, c'est, les médias lui mettent trop la pression, il faut pas lui mettre la pression pour qu'il gagne le Tour de France. Moi, je veux bien. Est-ce que Alors, tu veux c'est réagir ou tu assez veux que je vrai réagisse en premier, pour, Nathan? pour la majorité des coureurs, notamment pour les coureurs français. Peut-être que Thibaut Pinot, Romain Bardet ont subi cette pression pendant des années du classement général. Romain Bardet a souvent dit que lui, il voulait essayer de se détacher du classement général, mais il n'y arrivait pas parce que chaque année on lui disait tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, mais en fait il n'y arrivait pas. Alors que là, Paul Sexas, on a l'impression qu'il est programmé tout seul. C'est même pas les gens qui le poussent à être quelqu'un qu'il n'est pas. C'est lui, il a l'air serein. Son entourage, j'ai entendu une interview de son père qui est calme comme lui, donc on voit qu'il est qu'il est bien enveloppé dans un cocon et que quand il prend des interviews, il répond de manière très posée, droite. On sent qu'il a une ligne de conduite, que ce soit dans 1 an, 2 ans, euh, il gagnera le Tour de France. Yes, et bah, ouais, ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que tu as bien analysé la situation, effectivement, hein. De toute façon, si l'objectif c'est de gagner le Tour de France, on en a un peu parlé la semaine dernière, mais quoi qu'il arrive, la France, les médias lui mettront la pression. Et autant qu'il sache la gérer le plus tôt possible. Plutôt que comme Thibaut Pinot qu'il ait eu sa chance en 2019 peut-être de voir la lumière et puis, bah, malheureusement en plus quand tu as toute la pression à ce moment-là et ben, ça peut être plus difficile que quand tu grandis, avec et de toute façon, voilà si il gagnera pas le Ça, Tour de France ça sur un se lancer de dés, construit. hein. Donc quoi qu'il arrive, il en aura de la pression et ce qu'on n'a pas dit la semaine dernière mais sur cette histoire, hein, c'est aussi le cyclisme, c'est quand même un sport d'endurance et où très souvent, surtout pour les classements généraux, hein, pas forcément pour des sprinteurs ou sur des courses d'un jour, mais sur les classements généraux, c'est quand même très souvent le plus fort qui gagne et quelque part, ça se règle à la pédale, hein. Alors, la tête, c'est important, effectivement, mais dans sa tête, le plus important, c'est justement, c'est d'avoir conscience que ça se règle à la pédale et voilà. Et si tu as conscience de ça, bah, voilà, tu mets tout en œuvre au niveau, des jambes pour gagner Bah, c'est et surtout dans le si cyclisme l'autre, moderne que gagne, bah, ça c'est se qu'il était joue meilleur, hein. vraiment à la pédale Voilà. maintenant. Parce qu'avant, les échappés arrivaient toujours à, à faire des bouleversements, même dans les classements généraux. On peut citer Guillaume Martin, qui arrivait toujours à rentrer dans le top 10, alors que maintenant, ça fait quelques années, ça fait 2 ou 3 ans si je ne m'abuse, qu'il n'y arrive plus. Mais pourquoi? C'est parce que maintenant, tous les jeunes restent dans le peloton, tous les meilleurs restent dans le peloton, en se disant, je vais être dans le top 10, je vise le top 10, et j'ai les jambes pour y arriver. Oui, alors moi je parlais surtout pour la victoire, hein, parce que bah, alors la victoire, tu vas me dire, les classements généraux, peut-être l'année passée sur le Giro, c'était pas le meilleur qui a gagné, mais sinon très souvent c'est le meilleur, hein. Vingegaard, peut-être le Tour de France, c'est le premier qui gagne, celui où avec Roglic, ils lui mettent la pression dans le Galibier.
Bon, où ils ont peut-être fait un coup tactique sur Pogacar, mais très souvent, Oui, sauf le plus accident, fort oui. gagne le classement général d'un grand En tout tour, cas, c'est quand toujours même. la liste parmi 3 noms. Donc voilà. Yes. Voilà. Donc la pression, au final, lui, il Tout sait à où il fait. veut aller et il va la maîtriser comme ça. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini pour cette partie. Je voulais juste finir avec un petit peu d'actu. Je sais pas si tu as vu la réaction enfin la déclaration plutôt du coéquipier de Pogacar, là, Damien Novak, qui disait Pogacar a gagné son premier tour de France en mangeant des pizzas et en buvant de la bière et en jouant à la PlayStation. Paul Sexas est vraiment très bon. Tout le monde le compare à Tadej. On veut le mettre au même niveau. Il est même meilleur que Tadej ne l'était à son âge. Mais à ma connaissance, Tadej ne participait pas à des stages en altitude, euh, alors que Sexas le fait. Les jeunes restent très longtemps loin de chez eux, c'est très professionnel, ce qui est formidable d'un côté, mais de l'autre, je m'inquiète pour la durée de cette adaptation mentale. Je pense que ces jeunes sont déjà tellement stressés à 19 ou 20 ans, Eh et ben, je ne sais pas je s'ils seront rejoins capables de courir assez jusqu'à 30 ans. l'avis de Domaine Qu'est-ce que Novak, t'en penses? qui a très bien résumé l'évolution ces dernières années du cyclisme. Parce que avant, bah, j'ai souvent entendu des interviews, par exemple, de Thomas Voeckler, qui disait que lui, en début de saison, il avait 12 kilos en trop par rapport à son poids de forme sur le Tour de France, par exemple. Alors que maintenant, les coureurs, ils sont prêts 365 jours par an et ils se privent sur la nourriture, euh, les liens sociaux, etc. Donc, ok, tous les coureurs sont prêts, même chez les juniors. Maintenant, on les entraîne à être au niveau, à rentrer chez les pros le plus vite possible. Mais jusqu'à quand? À quel moment on va atteindre un point de non-retour? Est-ce que, bah oui, évidemment, c'est bien que le peloton se rajeunisse, mais je pense qu'ils n'iront pas jusqu'à 35 ans. C'est pas possible. Des carrières de 10, 15 ans, comme le fait, on voit des Kautoski, des Bob Jungels, etc., des Jacob Fuglsang, qui vont jusqu'à 38, 39 ans, bah, ce sera de moins en moins le cas pour des pépites comme Paul Sexas. Même on se pose la question pour Tadej Pogacar. Donc, c'est clairement pas anodin. Après, je pense que lui aussi, dans cette interview, il veut minimiser euh, les performances de Paul Sexas pour magnifier celles de son leader. On peut le comprendre. Mais je pense que Pogacar est tout à fait conscient que Paul Sexas est dans sa trace. Ouais, ouais, donc je partage ton analyse sur le fait que ce soit l'équipier de Pogacar qui fasse la déclat et sur l'âge aussi. Après, voilà, quand même, à voir. Lui, il a l'air de prendre du plaisir dans ce qu'il fait, pour l'instant, en tout cas, hein. Comme je disais la semaine dernière, hein, faire à l'aube de la saison, euh, faire, non, pardon, à la fin de la saison, faire une sortie de 300 bornes en plein milieu des Alpes, alors qu'il fait froid. C'est qu'il prend du plaisir aussi et c'est pas que des contraintes qui s'imposent, c'est important. Et donc, bah, lui aussi de gérer ses temps pour que ça soit pas une vie de contrainte, parce que effectivement, hein, sinon tu peux pas le tenir indéfiniment. Et voilà. Bah, on verra ce qui en devient. Bon, toujours intéressant en tout cas. Et dernière chose, quand même, parce que on a Alex Segart de chez Bahrain Victorious qui a fait une bonne semaine là, moi qui m'a un peu étonné sur les semi-classiques flandriennes. Donc pour rappel, il s'est fait rattraper dans les derniers mètres sur Nokere Courseux et il gagne le lendemain Alors au Alex Grand Prix Segert, de Denain. c'est Toi, un qu'est-ce que t'en penses de ce excellent coureur? coureur de contre-la-montre.
L'année dernière, il a gagné une étape sur le Railway Tour, un chrono, devant Ethan Hayter, etc., des grands noms du contre-la-montre. Et il est souvent performant sur les classiques. Et il a aussi tenté de faire des sprints à une époque. Et moi, je l'attendais plus sur ce registre en début de saison, mais il m'a surpris en tentant des coups de loin, comme il nous a fait là avec en lâchant Bartlemen sur le Grand Prix de Denain, avec un petit peu d'intox. Hein. Il l'a laissé se cramer tout seul devant, et pour après le contrer et pouvoir tenir sur l'arrivée du peloton. Donc, je pense que il est à surveiller pour pourquoi pas des à travers la Flandre, E3 Saxo classique et pourquoi pas même Paris-Roubaix. Donc, oui, très belle performance du Belge. Bah, ça marche, merci pour ton analyse. Et ben on a fini, on se retrouve la semaine prochaine, on reviendra certainement sur le Tour de Catalogne où il y a pas mal de concurrents pour le classement général, donc ça va nous donner un aperçu, hein, des forces en présence À toujours. Et travers la puis on a des Flandre. Flandriennes aussi, Grand Prix E3, Grand Wevelgem. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les points que vous voudriez qu'on aborde. Nous, on essaie de trouver des sujets qui intéressent tout en essayant de les traiter avec une approche un peu différente d'autres médias, mais on pourrait parler toute la journée de cyclisme avec Nathan. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos Eh ben, retours merci en Thibaut et commentaire, on vous merci à lira. tous. On se Et ben retrouve merci, merci la Nathan. prochaine pour parler de Paul Sexas et de cyclisme. On est dans ta roue. Et allez Paul Sexas, on est dans